Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legends, un numéro Bat Reviews numéro 23 consacré à nos lectures Batman parues chez Urban Comics au mois de mars 2022. Un petit mois Batman, il faut le dire, puisqu'il n'y aura que 4 récits qui seront traités dans ce podcast. Pour m'accompagner dans ce podcast, deux autres teams de la deux autres membres de la team Batman Legend avec Aliénor Drake. Salut Aliénor. Salut. Mais aussi Siegfried. Hello à tous. Voilà, nous sommes 3 pour parler de 4 récits. Je prévois l'alerte ou pas. L'alerte Siegfried, vous savez qu'à tout moment elle peut tomber, mais avec 4 récits quand même, on a quand même assez peu de chance. On verra c'est ça. Pas la peine de la préparer. Petit teasing, mais c'est pas la peine. Ah là là, je voulais laisser le suspense jusqu'au bout. Tant pis, vous l'aurez compris, nous n'aurons certainement pas d'alerte, à moins que je trouve un autre prétexte pour la lancer. Nous verrons bien. Sur ce, on va entamer par le premier récit qui va nous intéresser. Et ce récit, ce n'est autre que Batman Detective Infinite, tome 1. Du coup, Siegfried, est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît? Tout à fait, donc c'est un numéro qui était plutôt attendu, puisqu'il est scénarisé par pas moins que Mariko Tamaki, qui vient de briller, je vous le rappelle, pour les Harley Quinn Breaking Glass, donc qui est quand même l'une des scénaristes très en vue actuellement chez DC Comics, et voilà, qui vient de faire pour le coup, un roman graphique qui avait beaucoup plu à toute l'équipe, et qui globalement a beaucoup plu à tout le monde, puisque ça a été couvert de prix, et dessiné par Dan Mora, donc très beau, très belle team, très belle team Une belle équipe. artistique. Voilà, tout à fait. Donc pour raconter des faits qui, pour le coup, n'auront pas grand-chose à voir avec le Future State, puisque, ça, on garde ça pour les Batman Infinite. Là, on est dans Detective Infinite. Il faut suivre, hein, c'est pas toujours évident, mais, du coup, ça raconte une histoire d'espèce de parasite humain qui va plus ou moins hypnotiser des gens, voilà, pour les faire attaquer d'autres gens. Il va falloir arrêter une espèce d'invasion zombie de parasites. Ouais, OK, soit. Arrête, Hem tu vas me casser le mythe. Moi, j'ai pas encore lu. C'est vrai que j'attends beaucoup parce que justement, avec l'équipe créative dont on parlait, j'étais quand même très hypé par la lecture de ce récit. Alors, quand tu dis horde de zombies ou de parasites, ça me fait penser un peu à DC. Bon, j'imagine que c'est pas forcément dans cette envergure-là, mais Ça pourrait, il y a des moments où ça tend un peu vers là, bon, sauf qu'évidemment on reste dans la continuité, donc ça n'aura aucun impact évidemment. Vous vous doutez bien que, Batman va pas commencer à tuer Gordon sous l'influence d'un parasite, mais, c'est presque dommage en fait. On a une espèce de sous DC's aseptisé et canon, hem, dont je comprends pas trop comment ça peut tenir en 300 pages. Enfin, c'est quand même un volume qui est plutôt conséquent pour une intrigue, comme vous le voyez, qui est quand même relativement simple et pas si intéressante. Bon, ce qui est chouette, c'est que dès le début, on nous introduit vraiment dans cet univers avec des nouveaux personnages, comme si on les connaissait déjà. On évoque une Sarah Worf, une Lydia, un nouveau milliardaire. On est vraiment une narration in medias res, c'est-à-dire qu'on implique tout de suite que Bruce Wayne et le monde de Gotham connaissent ces personnages, comme si le lecteur devait les connaître, alors qu'en fait, ils ont été, à ma connaissance, introduits dans ce volume. Donc il y a une manière de créer le monde qui est plutôt originale. Je suis pas toujours fan de tout à coup créer des nouveaux milliardaires. Enfin, vous savez que c'est un stratagème qui est assez régulier pour créer des opposants à Bruce Wayne et pas juste à Batman. Donc là, tout à coup, il y a un nouveau milliardaire à Gotham, qui apparemment a toujours été à Gotham parce que sa famille a fondé la moitié de Gotham, nous dit-on. C'est une force de la nature, donc c'est vraiment littéralement une montagne qui doit faire à peu près 2,50 m, qui est complètement invincible au combat, même contre Batman alors qu'il n'a aucun super pouvoir. Et en plus, une espèce de débile colérique. Sa fille est morte, on a plus ou moins retrouvé Batman pas très loin de la scène de crime. Heu, à un moment, il entend que la police soupçonne un petit peu Bruce Wayne parce qu'ils l'ont gardé en garde à vue 30 minutes, et tout à coup, il se dit que Bruce Wayne est forcément coupable, et Batman le protège, donc il va essayer de lancer tous les criminels de Gotham contre Bruce Wayne et Batman, sans aucune espèce de preuve. Donc on se demande aussi comment un type qui est aussi à fleur de peau et un peu débile, peut diriger l'une des plus grandes fortunes de Gotham, si ce n'est la plus grande fortune de Gotham. Enfin voilà, c'est plein de petites bizarreries pour un personnage qui n'a absolument aucune consistance et qui est juste une espèce de débile fort et riche. Bon, soit, mais je suis désolé, c'est pas ça qui va me faire tenir pendant une lecture de 300 pages. Et ce qui est surprenant, c'est que tout à coup, on passe beaucoup de temps sur Huntress. Alors qu'on nous a présenté pendant tout un fascicule cette première opposition entre Batman, Bruce Wayne et ce nouveau milliardaire, on a tout à coup, dans le deuxième fascicule, une dizaine de planches juste avec Huntress qui discute avec une amie qui est un chat. Bon, on se demande pourquoi Batman a ce plan relégué au placard, et en fait, ce Batman Detective Infinite porte autant sur Batman que sur Huntress, au point qu'on
en fait, il aurait été plus cohérent d'appeler ça un Huntress Infinite, puisque finalement, c'est le personnage qui est qui est le plus mis en avant, à la fois dans les combats, dans les enquêtes et même dans les petites intrigues secondaires. Mais évidemment, quand on a l'occasion d'appeler ça Batman Detective Infinite, c'est plus vendeur que d'appeler ça Huntress Infinite. Donc je pense qu'il y a un petit truc marketing là qui est pas Ah, forcément honnête parce que on sent la petite attaque Siegfried là. pas forcément, parce que si vous aimez Huntress, pour le coup, vous serez vraiment ravi de lire ce volume. Et c'est presque dommage, parce que si vous aimez Huntress, vous risquez de faire l'impasse sur ce volume en ignorant qu'en fait, il porte à ce point sur Huntress. Je crois que même la couverture, je vérifie, voilà, même la couverture montre Batman en train de C'est tabasser Batman, ouais. ce nouveau milliardaire Worf. À aucun moment on évoque Huntress. Je regarde rapidement quatrième de Ah, pardon. couverture. Tu sais quoi? Tu me fais penser que j'ai pas mis la couverture dans la vidéo. Oh là Ah, là. c'est pas bien. Et Voyons. voilà, vous la voyez maintenant, la couverture avec Batman. Donc il n'y a pas Et en d'interest. fait, effectivement, ni la couverture, ni le quatrième de couverture n'évoquent Huntress qui voilà, donc je vous le dis, et le personnage princi et le co-personnage principal, si ce n'est le personnage principal de ce volume. Bon, c'est un petit peu dommage. Il y a encore cette manière de mettre Batman en avant à tout prix, alors que l'originalité du volume vient justement de cette mise en avant d'Huntress. Et finalement, ce que j'ai préféré, dans tout ce volume, c'est un tie-in, donc c'est pas un Batman Detective Infinite, mais c'est un extrait de Batman Secret Files Huntress, dessiné par David Lapham et plus par, Dan Mora sur Huntress qui a été infectée, mais grâce au fait qu'elle a été infectée, elle peut repérer les autres parasites et les arrêter à son tour. Et finalement, ce fascicule est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus linéaire, beaucoup plus beau aussi que le reste parce que j'aime beaucoup Dan Mora, mais il a un style qui emprunte pas mal à Capullo, assez propre, mais auquel je trouve pas forcément de génie. C'est bien dessiné, hein, ça, il y a vraiment aucun problème. C'est la partie graphique est certainement même plus séduisante que la partie scénaristique, mais voilà, ça ne casse pas les rétines non plus et finalement cette petite partie qui assume complètement de porter sur Huntress est dessinée par Lapam, mais clairement à mon avis ce qu'il y a de mieux dans ce volume. Donc voilà, que je recommande pas particulièrement. Finalement, ce qu'il y a de mieux, c'est que à un moment, on voit un Batman qui pourrait être parasité, donc on a une espèce de vision de Batman Cthulhu sur une splash page, donc en pleine page, assez impressionnante. Donc c'est assez comique de voir un Batman avec des espèces de tentacules qui sortent de la bouche. C'est une espèce de vision à la Batman qui rit, mais bon, quelque part, au moins, ça fait un peu rire parce que le reste du comic se prend beaucoup trop au sérieux pour le peu qu'il a raconté. Donc, on lira le tome 2. Pour l'instant, c'est vraiment une longue lecture pour pas grand chose. Et alors, quand on sait que dans les Batman Infinite, du coup, on a quand même une ville de Gotham qui est secouée par beaucoup d'événements, qui font d'ailleurs référence à Future State, dont tu parlais tout à l'heure. Dans cette série-là, donc, qui se passe en partie à Gotham et avec le Batverse, on voit un petit peu cet impact-là, ou on a l'impression que c'est un peu hors continuité, en fait. On a l'impression que c'est un peu hors continuité, donc il y a des vagues références, mais qui sont vraiment pas du tout appuyées, justement du fait que ça sort parallèlement aux comics de Batman qui, eux, font complètement référence au Future State et du coup, il peut pas y avoir trop de chevauchements. Je pense que Tamaki n'est pas forcément au courant de ce que fait de ce que fait Tynion sur Batman et du coup, on lui a demandé de vraiment atténuer autant que possible les références. On ne n'a même pas l'impression que Bruce Wayne soit si pauvre que ça, alors qu'il est comme supposé avoir été complètement ruiné par le Joker, à la suite de la Joker War. Enfin voilà, c'est un truc qui est un peu hors continuité, un peu comme les Batman de Tom King étaient vraiment parallèles aux Detective Comics, hein. Si vous vous souvenez de la Oui, continuité oui. précédente au tout début du Rebirth où Oui, oui, effectivement, oui. d'un côté on avait Batman qui avait cette espèce d'alliance de monstres et affrontait des espèces de créatures un peu étranges et de l'autre on avait, ce Batman de Rebirth de King qui n'avait pas vraiment pas grand chose à voir l'un avec l'autre. C'est un peu la même chose, c'est plus une continuité parallèle. C'est plutôt pas mal à la rigueur pour ceux que ça saoule un peu de voir une nouvelle guerre, un nouvel event que je trouve pas franchement intéressant. Bon, enfin, on va y revenir, mais bon, ça raconte quand même plutôt pas grand-chose, et je trouve. À la rigueur, à conseiller à ceux qui aiment Huntress, mais si tout ce qui vous intéresse, c'est, les prolégomènes de la Joker War, enfin du Future State, c'est pour le coup, il y a vraiment aucune mention notable du Future State, ça ne prépare vraiment à rien de là-dedans, donc c'est pas à lire dans la continuité du Future State. OK, très bien. Merci Zéphine. On va enchaîner du coup, rapidement sur une autre lecture, une lecture aussi très, très attendue des fans de Batman, notamment ceux qui avaient lu les 2 premiers tomes. C'est Eleanor qui va nous, le présenter et c'est, celui-ci. Je vous mets les fiches à l'écran. Batman Terre 1, il était très attendu parce que ce tome 3 était attendu depuis très longtemps. Aliénor, qu'en as-tu pensé?
Oui, alors ça faisait effectivement très longtemps. Moi, je pensais même pas qu'il y aurait un tome 3. T'avais Et oublié, j'avais t'as dit: «C'est bon, j'ai abandonné l'idée», quoi. ouais. J'avais complètement oublié, comme j'oublie vite en plus, les récits que je lis. J'avais complètement oublié l'histoire du tome 2. Alors le tome 1 m'était assez resté en tête. Ce tome 3, en fait, c'est Batman, c'est la, pardon, ça permet de revisiter, donc tous les Terre 1, Superman Terre 1 par exemple, c'est une, ça permet de revisiter complètement, le personnage. Ça a été la même chose à tome 3, Terre 1 de Batman. Pardon, hein, je suis complètement crevée là. Heu, donc j'ai pas tous mes esprits. Ah, mais on Hem, t'avait dit aussi l'alcool, c'est pas bien. c'est le Covid. Donc, si je me rappelle bien, dans le tome 1, par exemple, on avait un Alfred qui était, plus un Alfred, prof de combat, et cetera. On retrouve, d'ailleurs toujours cet Alfred, je crois, je m'en souviens même plus dans le tome 3. Toujours dit que c'est pas le personnage principal ici, hein. C'est Batman et Bruce Wayne qui se retrouvent avec, la sœur d'Harvey Dent. Je ne me demandais pas ce qui s'était passé dans le précédent tome avec elle et avec, Van Dent. Bon, on s'est rappelé dans le récit vite fait, hein, mais toujours est-il que je vais pas parler du scénario en lui-même, qui réserve assez de surprises. Enfin, c'est l'avantage de Terre 1, c'est qu'on peut s'attendre à tout. Donc le scénariste et le dessinateur peuvent en faire un récit, tout nouveau, peuvent faire ce qu'ils veulent des personnages. Donc effectivement, ben, Harvey Dent, et sa sœur, qui est devenue maire de Gotham, c'est assez surprenant. Enfin, voilà, Harvey Dent semble mort, mais un mystérieux nouveau Harvey Dent semble solliciter, sa sœur et Batman. Donc voilà, c'est un peu l'enquête du tome. Bon, qui est pas une enquête, heu, je dirais hyper compliquée, hyper longue, très approfondie. C'est quelque Bon, c'est pas un Il récit, t'aura moins marqué à que le lire précédent tome, absolument. par exemple? Ouais, 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 qui m'aura pas trop marqué. Il y a des choses que j'ai trouvées agréables, par exemple la résurrection, qui était une bonne idée, la résurrection d'un ancêtre, de Batman, avec, une longue approche de l'histoire de Batman et de sa famille. Hem, mais je trouve que c'était une très bonne idée, mais qui n'a pas été bien terminée. Voilà. Je vais pas en dire plus. Ça s'est terminé de façon, peut-être plus Facile. réaliste que, ouais, facile, ouais, exactement. Facile et réaliste, plus facile et plus réaliste que ce qu'on s'imaginait. Donc c'est dommage. Il y avait une idée à exploiter, mais qui n'a pas été exploitée. Heu, enfin, qui n'a pas été bien approfondie à mon goût. Donc Ouais, voilà, le je me dessin rappelle est pas plus, mal, mais ce tome-là, il est gros? Enfin, il y a beaucoup de pages ou? 160 non, comme les non. précédents. Ouais, ouais, c'est Ouais, un ça suit rapidement, hein. C'est assez court, ouais. Ouais, ouais. OK. Le dessin est bien fait aussi. Hem, C'est Gary bon, Frank au c'est Gary dessin, hein? Frank. Oui, voilà, c'est Gary Frank, hein. C'est lui qui a fait les 2 tomes, précédents, il me semble. Et bah, Ouais, ouais. alors depuis que j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai un peu changé de style, de goût de goût, stylistique au niveau des dessins, et je trouve un peu trop bien fait, et peut-être un petit peu trop coloré, un petit peu trop reluisant, ouais, un petit peu trop brillant même, je dirais. Donc voilà. Bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, mais c'est pas transcendant. Ouais, c'est Voilà. aussi un peu ton avis, écrit, d'où le fait qu'on ne tirera pas, toujours pas l'alarme rouge, l'alerte rouge. Oui, c'est ça, c'est un petit récit, ce qui peut être une grosse déception parce qu'à la sortie de Terre 1, beaucoup l'avaient placé parmi les meilleurs récits de Batman. C'était même une influence de Batman et c'est vrai que ce Mmh. Terre 1 était vrai, ce Terre 1
tome 1 était vraiment prometteur, parce que c'était quand même Geoff Johns, qui est quand même l'un des grands scénaristes de DC Comics, qui s'emparait de Batman et qui restait relativement fidèle à Batman, mais tout en incluant de petits écarts par rapport au canon pour nous insérer dans un nouvel univers, donc une méditation sur Batman en prenant quelques libertés. Donc c'était plutôt chouette, c'était plutôt frais, c'était plutôt bien mené. Il y avait vraiment une bonne réécriture des personnages connus. Le tome 2 était un peu en demi-teinte, mais on était tous curieux de voir comment il allait clore ce qui était annoncé comme une trilogie. Et là, je partage complètement ce que dit Aliénor. Voilà, c'est un petit récit assez mineur, mais c'est clairement pas du tout à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer après avoir lu le tome 1, et ça n'en fait pas. Du coup, l'ensemble ne constitue pas du tout une lecture essentielle sur Batman, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer après le premier volume. Il y a des pistes qui sont intéressantes, effectivement, toute cette idée de réexplorer la famille Arkham, puisque, comme Aliénor l'a rappelé, Bruce redécouvre son grand-père qui pourtant était supposé avoir été assassiné par Martha avant qu'elle se suicide, un grand-père qui était donc un Arkham. Donc c'était intéressant de remobiliser toute la mythologie des Arkham, de la mère complètement folle de Bruce. Enfin, il y a pas mal de thèmes un peu difficiles qui permettaient peut-être de donner un nouvel éclairage sur Batman, sur sa famille, mais aussi sur ce qui a pu le former lui psychologiquement, même si effectivement ça tombe un petit peu à plat à la fin. Ce que je trouve dommage aussi, c'est que beaucoup des personnages qui apparaissent sont assez sous-exploités. On a une Catwoman qui apparaît dans un costume un peu inutilement sexualisé, un peu ridicule, et Catwoman qui finalement n'a aucune personnalité. Jessica Dent, qu'on nous promettait comme étant vraiment l'un des personnages principaux, est un peu sous-exploitée. Enfin, finalement, elle a l'air un petit peu folle, mais elle semble pas briller par une personnalité particulière, à part le fait que, voilà, elle est assez troublée par l'idée que son frère puisse être vivant alors qu'on l'avait vu bel et bien mort dans le tome 2, donc il y a quand même une ambiguïté de ce point de vue-là. On s'assied même sur un des événements majeurs du précédent opus. Enfin voilà, l'un des gros intérêts de la fin du tome 2, l'une des choses qui vraiment faisait un gros cliffhanger, c'était la mort de Harvey Dent, qui pourtant devait briguer la mairie ou était maire, je ne sais plus trop. Enfin voilà, c'était quand même quelque chose de lourd. Et là, dès le début du troisième volume, on nous dit qu'il est encore vivant, donc peut-être qu'il est anguille sous roche, peut-être pas, mais on a quand même l'impression que du coup, ce qui était majeur dans cette continuité ne l'est plus tant que ça, puisque le frère semble vivant. Enfin, il y a pas mal de choses, voilà, qui sont un petit peu étranges, et en termes de nouveautés dans l'univers, je suis pas vraiment hyper convaincu par les idées qui sont menées là. Il y a même, bon, je vais pas spoiler, il y a un personnage qui souffre de personnalités multiples, et les planches pour le montrer, ça fait partie des planches les moins inventives que j'ai jamais vues dans un comics pour Mmh. montrer des personnalités multiples. Enfin, c'est vraiment le personnage regarde à gauche, enfin, c'est des toutes petites cases, il regarde à gauche, c'est une personnalité, il regarde à droite, c'est une autre personnalité. Sinon, il a exactement la même tête, le même fond. Waouh, non, mais franchement, Gary Frank, là, tu as vraiment essayé de faire ça au plus vite. Enfin, ouais, la partie graphique, globalement, je trouve assez faible. Autant j'ai vraiment admiré Gary Frank sur Doomsday Clock, où il était extrêmement inventif. Je suis pas forcément fan de son dessin, qui est un peu trop propre, un peu trop, qui est très très bien, mais qui est un peu trop classique à mon goût. Mais dans Doomsday Clock, il était extrêmement inventif pour faire passer vraiment des idées. Il y avait une intellectualisation de la séquentialité de la planche, par exemple. Là, ça reste assez plat. Enfin, je crois que j'ai pas été marqué par une seule idée de planche sur tout le volume, ce qui est quand même un petit peu dommage de la part d'un dessinateur comme Gary Si, si, Frank, qui a montré qu'il était. tu été marqué sur la double personnalité quand même. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Mais justement, quand on voit à quel point Gary Frank maîtrisait les petites cases dans Doomsday Clock pour imiter la grille de Watchmen, le voir faire des petites cases pour ça, c'est vraiment, c'est assez indigne. Alors qu'en plus, c'est le même scénariste derrière, c'est toujours Geoff Johns. Enfin, je Ouais. pense il y a vraiment un gros raté. Je me demande s'ils l'ont pas fait un petit peu vite pour le sortir enfin, parce Ouais. que on le sait, il y a des comics. Enfin, Geoff Johns, il est un petit peu lent. Enfin, 3 Jokers, on l'a attendu très longtemps, mais c'est sans doute aussi à cause de Fabok qui prend son temps pour dessiner. Doomsday Clock, pareil, la fin, on l'a attendu très très longtemps. Donc là, il a fallu Mmh. remobiliser Gary Frank pour faire ce troisième volume qui était quand même très attendu. Et je me demande si à la fois le scénariste et le dessinateur ne sont pas allés un petit peu vite en besogne pour vite livrer quelque chose, au risque de faire un travail qui est gentil, mais qui n'est pas du tout aussi admirable qu'il aurait dû l'être vu les promesses qui avaient été menées. En D'ail plus, pas un truc. Oui, pardon. Non, d'ailleurs, je rebondis sur le fait que les personnages ne sont pas confondus. C'est que même il y a une histoire d'amour entre Jessica Dent et Bruce Wayne, mais qui ne fait ni chaud ni froid, hein, en fait. Enfin, je veux Tout à dire, fait. moi d'habitude les histoires d'amour de Bruce Wayne ou Batman, bon, c'est toujours un peu émouvant, mais là, enfin, en fait, on s'y attache pas, on n'est pas déçu que, enfin, voilà, que ça puisse pas peut-être pas se faire, ça fait ni chaud ni froid, en fait, on ressent pas Oui, on y d'émotion. croit. Tout à fait, on n'y croit pas une Ouais, on seconde. n'y Il y a pas croit pas. d'alchimie. Non, On non. comprend même pas ce que les personnages se trouvent l'un à l'autre. Enfin, on a Mmh. l'impression qu'ils sont tous les deux manipulés. Enfin, autant dans le 2, pourtant, on parvenait quand même à montrer qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre.
là, vraiment, on comprend pas du tout ce qui peut les connecter de quelque façon que ce soit. C'est un peu assez étrange et pour un volume qui est supposé finir la trilogie, je c'est assez surprenant parce que ça semble appeler un 4e numéro, donc autant l'intrigue elle-même est plus ou moins bouclée, mais il y a plein de personnages qui apparaissent pour des apparitions assez secondaires, par exemple, Alfred ou Croc, qui étaient des personnages assez importants dans les tomes 1 et 2, qui là font des petites apparitions qui font croire que peut-être qu'il y aura un arc, peut-être qu'il y aura un gros dialogue entre Batman et ses personnages pour construire leur relation et en fait non, ils sont juste là pour faire de la Ah mais figuration. oui, d'ailleurs, Alfred et Croc. Oui, c'est vrai qu'Alfred apparaît pas mal avec Croc, oui. Et d'ailleurs, moi j'ai bien aimé ces scènes. Alfred et Croc, Ouais, c'était marrant, c'était les c'était personnages sont bien fait. bien, ouais. Ouais, Justement, comme ils apparaissent un petit peu, pour une conclusion de trilogie, je m'attendais quand même à ce qu'ils aient leur oui, moment, un un rôle, un ouais, moment où vraiment briller et là, ils apparaissent juste assez pour qu'on se dise: «Tiens, ils vont avoir leur moment» exact. et ils ne Et l'ont puis en pas. fait, non. Mmh. Oui, de même que Belloq d'ailleurs, qui avait un arc assez conséquent dans les Mmh. 2 premiers volumes avec son espèce de enfin, où il subit une espèce de traumatisme et là, il apparaît et à la fin, je ne sais pas pourquoi il apparaissait autant en fait, parce qu'il ne fait absolument rien Mmh. et alors qu'on s'attend à ce qu'il ait un moment d'héroïsme ou de rédemption ou au contraire de désespoir complet, mais là, c'est rien. Il lutte un peu contre ce démon, un peu faiblement et c'est tout. Mmh. Et du coup, on aurait pu le faire complètement passer à la trappe. Enfin voilà, mais c'est voilà, c'est un peu comme Catwoman, c'est beaucoup de personnages qui à chaque fois occupent deux trois planches par-ci par-là, dont on s'attend du coup à ce qu'ils aient un peu leur rôle, surtout dans une conclusion de trilogie, donc on se dit qu'il y aura rien d'autre après. Donc si on veut raconter quelque chose sur eux, c'est le moment où le faire. Et en fait, non, rien du tout. Et enfin voilà, il y a une espèce de légèreté dans le traitement de ces personnages qui est assez incompréhensible de la part de Jones, dans ce qui est supposé être la conclusion d'une trilogie assez attendue. Voilà, c'est un récit qui est sympathique, mais si vous aviez la moindre attente et surtout vu la teneur quand même des Oui. 2 premiers volumes, c'est une grosse déception et c'est un récit qui, ne mérite vraiment pas la moindre hype. En plus, bon, c'est très orienté action, du coup en 160 pages, ça se lit tout seul. Ça se lit tout seul parce que voilà, Ouais. c'est bien rythmé. Forcément, en même temps, c'est très court et il y a pratiquement qu'une des scènes d'action, donc forcément ça se lit assez vite. Mais peut-être que pour une conclusion de trilogie avec autant de personnages, on aurait aimé un peu plus de construction de relations de personnages que de juste, d'énièmes combats qui, en fait, n'apportent pas grand-chose et sont pas plus palpitants que ça. Ouais, ils se bagarrent dans des flammes, oui d'accord, on a vu ça des centaines de fois. Disons que si vous voulez voir un Elseworld, reportez-vous plutôt sur les White Knights que là-dessus, puisque c'est un peu la même démarche dans les 2 cas et les White Knights sont quand même autrement plus inventifs que, cette conclusion qui est vraiment, qui raconte finalement plus grand-chose sur Batman. OK. Bon, dommage parce que du coup, c'est vrai que c'était une sortie qui était quand même très attendue ce mois-ci, enfin pour le mois de mars. Bon, tant pis, on va faire avec et je vous propose, d'enchaîner, sur ces, mauvaises ondes, sur une nouvelle lecture. Une lecture donc qui va reprendre la série principale Batman, donc Batman Infinite, tome 2. Voilà, le tome 1, Siegfried, tu n'avais, pas, trop aimé. Ce tome 2 est un petit peu dans la même, veine que le premier tome, j'ai envie de dire. Écoute, pour une fois, je l'ai lu, à temps pour ce podcast, parce qu'en général, je suis toujours un peu à la bourre sur mes lectures, donc du coup, sur mes reviews aussi et pour le podcast encore plus. Donc, je vais essayer d'en parler, rapidement, surtout que c'est plutôt frais. Je l'ai lu, dans les dernières heures qui, ont précédé ce podcast. Et c'est vrai que, bon, moi, je trouve pas autant de défauts que toi sur cette série principale. Alors, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose que ce qu'on nous avait vendu avant avec Tom King. On est sur un Batman beaucoup plus classique, un peu plus blockbuster. On va beaucoup moins travailler sur la psychologie du personnage. Et si tu t'orientes dans cette, partie-là et que tu prends ses bons et ses mauvais côtés, du coup, ça fait très bien le taf. C'est-à-dire que pour on va dire, pour le cahier des charges est très bien rempli. C'est plutôt bien écrit, c'est plutôt bien dessiné avec, Jorge Jiménez, et on nous présente une intrigue, voire plusieurs intrigues, hem qui sont, somme toute, plutôt bien amenés. Moi, je trouve, le récit, pas palpitant, pas extraordinaire, on est d'accord? Je ne vais pas sonner l'alerte rouge. Mais tu vois, du bon, voilà, tout simplement bon. C'est-à-dire que ça se lit, que c'est, agréable à la lecture. Ici, donc on reprend la suite du 1er tome, donc où on avait laissé, justement, comment, le magistrat, reprendre donc, le pouvoir sur la ville de Gotham avec l'élection du maire, Nakano. Et donc on s'orientait vraiment, très, très, heu,
vraiment beaucoup vers ce qu'on nous avait présenté dans le Batman Future State. C'est d'ailleurs de l'une de tes critiques et sur ça, je te rejoins parce que du coup, on nous présente le Batman Future State qui est censé être un possible futur et après, on revient sur la série principale où on nous représente l'origine story du Batman Future State pratiquement. Et donc là, du coup, c'est vrai que sur ce côté-là, je suis un peu d'accord avec toi, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu voir, mais je suis plutôt curieux de voir justement l'orientation qu'ils vont prendre et peut-être la surprise qu'ils vont nous réserver sur la direction qu'on peut imaginer différente qu'ils vont amener sur l'avenir de Gotham. Donc pour reprendre l'histoire, c'est vrai que là, du coup, le magistrat s'est imposé et Batman se retrouve acculé donc face à l'épouvantail. Là où on nous laisse avec un Batman au proie à l'épouvantail à la fin du premier tome, ici, dès le début du deuxième tome, en fait, Batman s'échappe. Et puis on retrouve un petit peu sa Bat-Famille. Alors c'est un peu surprenant parce que du coup, c'est un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur un autre récit, c'est-à-dire que ce qu'on nous avait promis dans la fin du tome 1 est effacé pratiquement de suite au début de ce tome 2. Bon, tant pis. Mais ça permet de retrouver du coup cette Gotham avec ce personnage du Peacekeeper qui avait été du coup présenté comme l'ancien garde de Arkham qui était amené en héros par toute cette machination menée par Simon Saint et l'épouvantail. Et puis c'est vrai que c'est plutôt bien fait. Voilà, c'est là où moi du coup je serais pas aussi dur que toi sur la façon dont c'est fait. C'est plutôt bien fait. Et ce qui est par contre un petit peu décevant aussi sur ce deuxième tome, c'est que du coup ça avance pas beaucoup parce qu'il y a une bonne partie de l'ouvrage qui est consacrée à des origin story, que ce soit pour le personnage de Miracle Molly qui a été présenté dans le premier tome, ou de Peacekeeper de Sean Mahoney ou Mahoney, je sais pas comment on prononce en néerlandais. Mais du coup, c'est vrai que ça avance pas beaucoup parce qu'il y a que 3 numéros de la série Batman principale. Il y a un numéro de Nightwing aussi, ça c'est pour faire plaisir à Aliénor. Mais du coup, voilà, ça avance pas beaucoup sur les 225 pages, je crois, ou 224 pages du récit, de l'ouvrage. En fin de compte, l'intrigue n'avance que très peu. Donc on a un peu cette sensation d'avoir lu beaucoup de choses pour au final pas grand-chose, si ce n'est apprendre quand même les origin story de Miracle Molly, qui a l'air de prendre de plus en plus d'importance dans le récit. Un personnage que je trouve attachant et fort intéressant pour le futur qui nous est présenté à Gotham, et les origin story de Sean Mahoney, qui est le peacekeeper en chef. Alors du coup, ça tourne un petit peu en rond et c'est ce que j'avais un peu peur avec ce tome 2. Et finalement, c'est un petit peu le cas, quand même. Donc ça, c'est vraiment un peu décevant. Mais malgré tout, ça reste une lecture qui se lit bien. Puis c'est vrai que c'est joli quand même. Il y a des planches de Jorge Jiménez qui sont quand même assez magnifique, même si justement sur les tie-in qui reviennent sur Peacekeeper ou sur Miracle Molly, ce sont d'autres dessinateurs parce que ce sont des extraits. Je crois que le premier c'est pareil que tout à l'heure merde, j'ai plus le nom, mais c'est comme tout à l'heure, c'est un Files, machin, Secret Files pour euh, pour Miracle Molly et pour Mahoney, je sais plus exactement ce que c'est, mais en fait, je suis en train de me dire que je les ai là. D'ailleurs, il y a une erreur sur l'impression d'Urban relevée, c'est que dans les numéros derrière, ils n'ont pas noté qu'il y avait Batman 113. Ils mettent Batman 112, Batman 114, il manque le Batman 113. Mais du coup, effectivement, c'est le Miracle Molly, c'est un Secret Files. Pour Peacekeeper aussi, c'est un Secret Files, Batman Secret Files. Et puis, en fait, tu as un numéro au milieu qui est un Batman Fear State Alpha. Du coup, alors, je sais pas d'où sort cette série, mais qui est là le premier numéro de cette série-là, qui vient s'immiscer au milieu et qui nous met en avant effectivement l'arrivée donc d'une autre intrigue, parce qu'il y a plusieurs sous-intrigues dans ce récit, avec l'arrivée d'un faux oracle qui vient semer la pagaille à Gotham. Alors voilà, après je sais pas, je vais te laisser la parole Siegfried pour
voir si tu es plutôt d'accord avec moi ou pas, mais je sais que tu vas être peut-être plus méchant. Mais voilà, en tout cas, mon avis sur cette série, c'est que je la trouve pas extraordinaire. Mais je la trouve pas très décevante non plus. Je trouve que c'est du bon boulot pour un Batman somme toute classique. On a voilà. Après, je suis un bon lecteur de Jameson Ford de manière générale. Là où toi, tu l'es peut-être un peu moins. Mais je trouve qu'il arrive quand même à bien écrire des récits où il y a plusieurs intrigues et beaucoup de personnages. De manière générale. Après, j'ai été déçu parfois aussi, mais dans l'ensemble, j'aime bien son travail. Alors, bizarrement, je pense que j'ai davantage apprécié que toi et Ah, allez, notamment que l'une des choses que tu considères comme un défaut, moi, j'ai plutôt vu comme une qualité, c'est le fait que l'intrigue n'avance pas. Parce que comme je l'avais dit dans ma critique du volume 1, en fait, l'intrigue ne m'intéresse pas du tout. Comme tu l'as ah, rappelé d'ailleurs, on sait que ça aboutit au Future State. Donc on connaît déjà la fin de tout ça. Donc quelque bah part moi nous j'ai envie de exposer croire qu'on connaît pas la fin, hein, mais bon, je peux me tromper. ouais, mais si c'est pour raconter de 2 magistrats complètement différents, alors, mais qui enfin, je sais pas, c'est disons que je trouve que c'est pas la peine de raconter pendant 500 pages l'installation exacte de ce qu'on peut imaginer comme étant le magistrat et puis tout à coup, dans les 100 dernières pages, ils vont en faire une histoire complètement différente. Ça va juste entretenir une confusion qui, pour moi, sert pas à grand chose. Enfin, ouais, ça serait un peu curieux éditorialement. Enfin, là, en tout cas, pour l'instant, tout ce qui est installé, ça pourrait aboutir au future state tel qu'on l'a déjà lu. Tout à fait. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus et du coup, ça fait qu'on a l'impression de lire les, préparatifs d'une chose dont on a déjà vu la destruction et la conclusion complète et radicale. Donc forcément, ça empêche un peu de s'intéresser, surtout que c'est quand même long. Enfin, il y a quand même, quelques centaines de pages à chaque fois. Donc l'histoire elle-même d'installation de ce future state ne m'intéresse pas dans la mesure où on sait déjà comment ça va finir et ça me rend d'autant plus sensible aux tie-in, à toutes ces petites aventures en parallèle, ces petites origin story, ces petits apartés concentrés focalisés uniquement sur l'évolution d'un personnage en particulier, un peu en marge de cette intrigue, globale et on est servi dans ce volume, même si, micro coup de gueule, enfin je comprends pas trop pourquoi sur la couverture on nous met les noms de James Tynion Force, Tom Taylor et Jiménez. D'accord, c'est très bien. Tynion effectivement il a tout scénarisé. Taylor a scénarisé un fascicule, il Ouais, doit y c'est avoir parce 7 que ou c'est le Nightwing, ouais. doit y avoir 6 ou 7 fascicules en tout là-dedans. Jiménez a littéralement dessiné moins d'un tiers du volume. Donc sa contribution au volume est vraiment pas du tout majeure. En gros, il a dessiné les Batman, mais comme vous l'avez entendu en écoutant Nico, Il y en il a y a que beaucoup de 3. choses qui sont pas du tout du Batman, puisqu'on a un prologue qui est dessiné par Dani dans un style qui rappelle un peu les mangas d'Otomo, donc un style très sympa. On a un Fear State Alpha dessiné par Riccardo Federici, dans un style un peu, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui peut Ouais, évoquer j'aime beaucoup aussi celui-là. un Ouais, peu ouais. Quietly. C'est vraiment le truc qui m'a le plus impressionné d'un point de vue graphique. On a aussi donc le Nightwing qui est dessiné par Robbie Rodriguez, qui est très, très joli, un petit peu oubliable. On a le Peacekeeper 01 qui est dessiné par Joshua Hickson, heu, qui en plus est encore une fois très joliment dessiné. Donc finalement, les dessinateurs parallèles m'ont presque paru plus remarquables que ce que fait Jiménez, même si voilà, Jiménez, il est toujours excellent comme d'habitude. Mais les autres dessinateurs ont des contributions qui sont vraiment de qualité et que dont je trouve un peu dommage de les effacer de la couverture alors que, franchement les dessins de Dani ou les dessins de Federici notamment méritaient tout à fait d'être mis en avant sur la couverture parce qu'ils apportent vraiment quelque chose de très propre, dont on voit que c'est vraiment très soigné. Pour des choses qui sont juste publiées comme des tie un peu mineurs, c'est peut-être justement parce que c'est des dessinateurs qui sont pas forcément connus, donc ils ont pu prendre davantage de temps et davantage de liberté, plus affirmer leurs pattes que, les dessinateurs plus princi plus importants pour vraiment mettre en avant leurs fascicules et du coup ça ressort vraiment dans le volume par rapport aux dessins plus habituels. Pour le coup ça a rien à voir avec ce qu'on peut avoir de la part de Jiménez ou de la part de Dan Mora par exemple et ça fait plutôt plaisir. En plus, donc ces histoires sont plutôt pas mal. J'ai bien aimé notamment le prologue qui raconte l'origin story de Miracle Molly sur la radicalisation une femme peu quelconque qui subit une vie monotone et qui subit le patriarcat, y compris internalisé par sa mère, de la part de son mari, de la part de son patron, qui est du coup hypersensible au discours de radicalisation d'espèces d'anarchistes qui invitent à casser tous les codes et à abandonner leur trauma, pour abandonner une part de leur identité, pour davantage assumer l'autre part de leur identité, celle qui veut vraiment être libre. Donc le discours est assez intéressant. Évidemment, on se doute que ça va juste mener à une espèce de super vilaine, super héroïne un peu ambiguë par la suite,
qui n'aura plus tant d'intérêt que ça, mais en tout cas, de la manière dont c'est exposé là, c'est un joli récit, assez féministe, assez malin, assez joli, un peu facile, hein, il y a c'est pas fait sans caricature, mais globalement, c'est plutôt habile et plutôt joli. De même, j'ai bien aimé la caractérisation de l'épouvantail. Il y a même 2-3 fascicules dont je me suis dit: «Tiens, ça aurait pu figurer dans l'anthologie sur l'épouvantail», l'anthologie Arcane sur l'épouvantail dont on avait parlé, parce que c'est une bonne remise en valeur de ce personnage qui a été un peu oublié dernièrement. Enfin, c'était pas l'un des antagonistes principaux mis en avant par King, par exemple, donc là, on le remet bien en avant sur l'idée que, quand il était jeune, il avait théorisé la peur de ce qu'il appelle la société de terreur, je sais plus comment c'est traduit exactement, qui sera L'état, l'état de terreur simplement, oui. ouais, mais oui, ils appelaient ça la peur étatique, je crois, non? C'est pas ça? Dans le récit? Peut-être, enfin voilà Ouais, c'est le fear state, donc l'idée que, on peut transformer la société radicalement si on la soumet à un puissant trauma. Le trauma, ça serait la Joker War plus ou moins, et donc il y a Saint qui veut profiter du trauma subi par la société pour la refaçonner à son image. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, je trouve, d'essayer d'impliquer des concepts de philosophie politique là-dedans, même si en fait c'est juste Saint veut juste dominer la ville. Donc c'est juste une espèce de riche qui veut mettre des robots partout pour faire nier la peur et dominer la ville. Donc, c'est un peu c'est un peu moins intéressant que ces espèces de pseudo-motivations politiques, mais c'est une bonne manière de remettre l'épouvantail au premier plan, d'autant que l'épouvantail n'a pas du tout envie de se laisser écraser par Saint, et il y a de très jolies planches pour le coup, c'est certainement un des personnages qui est dessiné de la façon la plus remarquable, puisqu'il est vraiment dessiné de façon assez monstrueuse, un peu ouais. bossu, avec un chapeau d'épouvantail assez caricatural, et donc ça donne vraiment une espèce de personnalité graphique qui est plutôt pas mal. Donc même si le personnage n'est pas vraiment bien traité, enfin n'est pas traité très longuement, parce qu'on se doute que on va davantage le voir opposé à Batman dans la suite, il est plutôt bien fait, à la fois dans la manière dont il joue un peu avec Saint pour mettre ses propres plans en branle, et dans la manière dont ensuite il prend un peu son indépendance par rapport au plan de Saint. Le personnage est plutôt bien traité, c'est plutôt assez chouette. Euh, oui, comme tu disais, tout le traitement du background du Peacekeeper est plutôt, c'est plutôt sympa. On comprend pas trop quand même comment Saint a pu choisir Mahoney pour être son Peacekeeper 01, alors que tout ce qu'on nous dit de Mahoney, c'est que c'est un mauvais flic, il est un peu tordu, il vient d'une famille qui a trempé dans toutes les Ouais, corruptions, toutes les magouilles ouais. possibles. Il a commis un peu par hasard un geste héroïque dans sa vie, et du coup Saint décide d'en faire son modèle, sans se douter qu'à un moment il va vriller. Bah oui, du coup il vrille, et bon bah Saint est en panique. Donc c'est plutôt marrant parce que Saint est le premier du coup à vouloir tuer ce peacekeeper qui risque de ternir son image. Donc on a à la fois Batman et Saint qui partent en chasse du peacekeeper. Bon, c'est assez inattendu, donc c'est plutôt sympa, même si ça ridiculise encore plus le magistrat qui a littéralement fait reposer toute son image médiatique sur un type dont il était évident qu'il allait vriller à un moment donné parce qu'il pourrait pas supporter toute cette pression. Ma foi, c'est un peu étrange. Il y a Ghostmaker aussi, enfin, c'est l'un des personnages Ouais. inventés par Tynion, dont je comprends toujours pas ce qu'il fait là. Enfin, c'est toujours cette espèce de. Ouais, alors sur le premier tome, je l'avais trouvé plutôt intéressant parce qu'il apportait une nouvelle dynamique, un nouveau duo avec Oui, Bruce voilà. Wayne, parce que Même du coup, si, il pouvait apporter, tu vois, ce que Bruce Wayne avait perdu avec sa oui, richesse. c'est un peu ça. C'est Voilà. un peu cliché. C'était une espèce de double de Bruce Wayne qui pareil est riche, qui pareil a un costume, mais qui en plus est soi-disant un vieil ami de Bruce Wayne, qui a suivi plus ou moins le même entraînement, mais qui serait une espèce de pendant un peu plus sain de Bruce Wayne. Pourquoi pas? J'étais pas hyper convaincu parce que les névroses de Batman font quand même partie du personnage et font partie de son héroïsme. Enfin, si Batman est aussi efficace, c'est aussi parce qu'il est un peu tordu. Donc dire que finalement il peut être aussi efficace dans une version beaucoup plus saine, ça va un peu contre l'idée du personnage, mais bon, pourquoi pas. Mais dans les faits, Après, à chaque fois que ce Ghostmaker. Sen, je sais pas, parce qu'à la base, lui, il tue, quoi. Enfin, tu vois, c'est un vrai tueur et il est présenté comme un psychopathe, quand même, Ghostmaker. Au tout début, ouais, mais ensuite Ouais, il est vachement adouci. Et là, ouais, quand il apparaît dans ces derniers fascicules, enfin, il apparaît juste comme une espèce de énième membre de la Bat Family qui suit le code de c'est ça. Batman et qui n'apporte absolument rien à l'intrigue, par sa personnalité, par ses actions. Enfin, c'est vraiment, on aurait pu prendre littéralement n'importe quel personnage de la Bat Family à sa place, ça aurait été exactement la même chose. Donc ouais, ma foi, j'ai pas été hyper convaincu. Donc voilà, globalement, c'est un volume qui m'a plutôt séduit. En fait, j'aurais été assez content de lire ce volume avant de lire le Future State, parce qu'en tant qu'installation du Ouais. Future State, c'est plutôt pas mal, grâce au tie-in qui enrichit cet univers, plus que par l'intrigue principale qui, voilà, n'est pas très intéressante. Donc si vous n'avez pas encore lu le Future State, ça peut être, enfin, c'est une lecture que je pourrais recommander.
surtout enfin, si vous avez l'intention de lire le Future State aussi, parce que ça prépare quand même plutôt pas mal le Future State, quelle que soit la voie que suit ensuite DC Comics, pour connecter le Future State à ces événements-là. Ça y prépare plutôt bien en prenant son temps et surtout en essayant d'enrichir l'univers, ce qui à mon avis ne sera pas le cas du tome 2, parce que dans le tome 2, il faudra bien faire avancer les choses. Donc on aura certainement Du tome davantage 3 de plutôt, du coup. oui, oui, c'est un peu compliqué parce que c'est Batman Infinite tome 2, État de terreur première partie. C'est ça C'est ça, c'est le ça. titre du volume. Donc quand je dis tome 2, je veux dire État de terreur deuxième partie. Donc Batman Infinite tome 3, État de terreur deuxième partie sera sans doute un peu plus consensuel parce qu'à un moment il faut aussi faire avancer l'intrigue et que justement tout le background qui a été mis en place ici est aussi amené à avoir un impact sur du coup le second volume et sur une action qui sera sans doute plus linéaire. Donc je m'attends à moins apprécier, mais on verra bien. En tout cas, voilà, globalement, c'est Taïn, notamment grâce aux dessinateurs qui sont beaucoup plus variés que ce que la couverture peut laisser entendre et beaucoup plus talentueux que ce que leur effacement peut laisser croire, et qui apportent vraiment quelque chose. Grâce à toutes ces aux petites trouvailles des dessinateurs, c'est vraiment un volume qui est très agréable à lire pour ses tie davantage que pour son histoire, mais les tie sont assez intéressants, assez intéressants et assez jolis pour mériter la lecture. À moins que voilà, si vous êtes comme moi et que l'idée que vous connaissez déjà toute l'intrigue grâce au Future State vous décourage de découvrir le background, bah, c'est clair que ça reste quand même un gros argument contre tous ces volumes. Parce que oui, je suis désolé, mais j'ai pas très envie de lire 10 volumes, des milliers de pages pour découvrir que finalement tout ça va finir dans le Future State qu'on a déjà lu il y a des mois. Il y a un truc de politique éditoriale là-dedans que je comprends pas trop, mais Ouais, voilà, si vous avez pas moi, je lu suis Future persuadé qu'ils vont dévier à un moment donné, mais bon, on J'espère, verra ce que ça mais donne. même voilà, c'est comme je disais, même si on dévie à un moment donné, on aura quand même lu des centaines de pages qui mènent exactement au future state pour tout à coup dévier à la toute fin. Mouais, ça crée plus de confusion qu'autre chose, mais ma foi, c'est Ouais. ouais, donc mais voilà, globalement, c'est un volume que j'ai largement préféré au Batman Infinite tome 1 et que donc j'ai un peu mieux aimé auquel je trouve davantage d'excuses en tout cas que Nico. Ah, tu vois, j'ai été plus dur que toi. Exactement. Avant qu'on enchaîne sur notre dernière lecture, je vais libérer Aliénor qui était très positive, pas forcément sur sa review, mais positive à la maladie du moment. Du coup, je Voilà. vais la libérer pour qu'elle puisse aller se reposer et on va enchaîner sur la dernière lecture derrière. Merci Aliénor, à bientôt. Salut! Salut. Salut, salut. On enchaîne sur une lecture. Tu parlais de la Bat Family tout à l'heure. Parlons-en, tiens, avec Robin Infinite, tome 1, Contre le monde. Voici le sous-titre de l'ouvrage. Alors, que faut-il penser de ce retour de Damian Wayne au premier plan? Oui, tout à fait. Alors bon, effectivement, comme tu l'as dit déjà, ce qui n'est pas évident vu le titre, le Robin en question, c'est Damian, c'est pas Tim, c'est pas qui d'autre, c'est Damian, qui décide de participer à un tournoi d'arts martiaux parce C'est Dragon que Ball Z ça alors? voilà, non, c'est un peu ça, hein, il y a clairement une influence des films de kung-fu avec Bruce Lee, enfin de tout cet imaginaire, parce que ça lui permettrait de découvrir des secrets que lui cache sa mère. Parce que ce tournoi d'arts martiaux serait organisé par une ligue de Lazare, qui serait en fait, l'une des excroissances de la Ligue des Assassins, mais une excroissance qui aurait été, bannie de la Ligue des Assassins par Talia Heras et qui du coup mènerait un peu sa vie dans son île avec son puits de Lazare, qui du coup s'appelle la Ligue de Lazare. Ouais, d'accord et donc ça serait plus ou moins connecté aux origines de Damian, qui donc cherche à en découvrir davantage sur sa famille et va essayer de participer à ce tournoi d'arts martiaux. Donc c'est un petit peu un prétexte pour qu'il aille sur une île qui rencontre plein de combattants et qui ait plein de grosses bastons. C'est comme c'est organisé par la Ligue de Lazare, forcément la mort devient un peu une blague, puisque la règle du tournoi, c'est que D'accord. chacun des combattants a le droit de mourir 2 fois. Chaque fois qu'il D'accord. meurt, on le ressuscite. Par contre, s'il meurt la 3e fois, ben, il est définitivement mort et le vainqueur a le droit à l'immortalité. Ouais, d'accord. Bon, du coup, on casse un peu tous les enjeux liés à la mort des personnages, parce qu'on se dit, ils peuvent mourir tant qu'ils veulent et en fait, même s'ils mouraient une 3e fois, il y a pas de raison qu'avec de hasard de décider enfin, elle peut trouver des raisons de le ressusciter quand même, donc voilà, la mort devient une espèce de vaste blague. Heureusement, on découvre sur la fin que ça peut être un peu plus compliqué que ça et que peut-être qu'Alice de Lazare a d'autres plans en tête que, juste organiser un tournoi d'arts martiaux, parce que bon, sinon c'est quand même un peu vain, mais globalement, c'est quand même sur cette intrigue-là qu'on va partir pendant un bon pan du volume. J'ai pas très apprécié le fait que Damian a énormément régressé. À chaque fois, on le voit attaquer d'une façon complètement immature et sans analyse, sans préparation, il fonce tête baissée. Du coup, il se fait battre assez régulièrement, il se fait tuer d'ailleurs, assez vite pour la première fois dans le volume. Enfin, vu tout ce qu'on a vu sur Damian dans les derniers volumes, on avait quand même l'impression qu'il avait mûri et surtout enfin, il a quand même été entraîné par Batman. Il y a un moment, il faudrait aussi s'en souvenir que, même si évidemment il est toujours déchiré entre Talia et Batman, il a quand même été
il a quand même été entraîné par, à se contrôler. Et en l'occurrence, il ne manifeste aucun contrôle à aucun moment donné et c'est cette immaturité évidemment, on le rend immature pour pouvoir le faire grandir par la suite, sauf on avait déjà montré qu'il avait mûri dans les volumes précédents. Donc en fait, on le fait régresser uniquement pour pouvoir le refaire mûrir, ce qui est un truc un peu artificiel qui moi ne Ouais. qui moi ne me parle pas trop. Enfin, je peux pas croire à un Damian qui a vécu des années avec Batman, après avoir vécu des années avec Talia et qui là, fonce tête baissée sur des vilains dont il analyse même pas les pouvoirs ou les coups, ça paraît un peu grotesque, quoi. Ouais, surtout qu'on Heu, l'a vu récemment quand même dans le dernier Batman Détective, tome 5. On l'avait déjà vu revenir pour quelques épisodes auprès de Batman et bon, c'était un jeune combattant aguerri, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant de le voir régresser, comme tu dis, de la sorte. ouais, tout à fait, d'autant voilà qu'il se fait abattre assez régulièrement. Il est fort, on le dit quand même, mais il se fait abattre assez vite par les autres, ce qui casse un peu son statut de prodige, alors que c'est quand même quelque chose d'installé dans le canon des comics, que Damian est extrêmement fort, qu'il a une part de violence et peut-être d'absence de contrôle dans certaines situations, mais qu'il est quand même, extrêmement impressionnant. Et là, on n'a pas du tout l'impression qu'il a été entraîné par Ligue des Assassins et par Batman depuis sa plus tendre enfance, c'est assez étrange. Il croise même un moment de son parcours, Ra's al Ghul qui vient l'aider à un moment où on s'y attend pas trop et un Ra's al Ghul qui est en mode grand-père, grand-père affectueux, qui d'ailleurs il est pas très classe, il est un peu malicieux, enfin on se demande vraiment le rapport que ce personnage a avec le Ra's al Ghul complètement, cynique, sardonique, froid, distant qu'on connaît d'habitude. Là, il ne dégage aucune force, aucun charme particulier. C'est c'est vraiment une réécriture du personnage qui casse complètement le mythe qu'est Raz, alors que justement il aurait pu être intéressant de montrer qu'il essaye d'être un grand-père pour Damian, alors que c'est Ra's al Ghul et qu'il est incapable d'affection. Enfin, il y aurait une tension intéressante à explorer. Là, c'est vraiment, «Viens dans mes bras, viens dans mes bras mon cher Damian, entraînons-nous ensemble sur le sable, je suis fier de toi». Enfin, désolé, c'est pas Ra's al Ghul. Enfin, je Oui, oui, comprends pas ça l'intérêt colle de pas trop. je comprends pas l'intérêt de faire venir ce personnage si c'est pour le détruire à ce point, à la fois graphiquement et psychologiquement. Enfin, j'ai l'impression qu'on rate plus d'opportunités qu'on en gagne, alors qu'on aurait pu faire venir n'importe quel autre personnage sous un autre prétexte plutôt que Raz. Enfin, c'est assez étrange. Globalement, c'est assez creux. On sent quand même que Williamson, donc c'est Joshua Williamson, je crois pas l'avoir dit, qui scénarise ce volume, essaie de Tout à copier fait. Tyler. Parce que Tom Tyler, parce on a une intrigue un peu légère, avec pas mal de dialogues qui se veulent un peu spirituels, pas mal de moments qui se veulent humains, un petit peu émouvants, mais globalement avec une grossièreté qui ne ressemble pas à du Taylor. Et en plus, le cas du tournoi d'arts martiaux, je trouve qu'il fonctionne pas trop. Parce que tous les combats sont vraiment expédiés. Enfin, l'intérêt d'un film d'arts martiaux, c'est justement que l'intrigue est complètement prétexte et que tout ce qu'on va voir, c'est comment les personnages créent des relations en dehors du ring et vont ensuite se battre longuement sur le ring pour exprimer les sentiments qu'ils ont les uns pour les autres. Là, en l'occurrence, les combats à chaque fois durent, parfois c'est un quart de planche, parfois c'est deux trois planches grand maximum pour les combats qui sont supposés importants, mais ils sont pas du tout intéressants d'un point de vue graphique et ils racontent absolument rien narrativement. En plus, il y a tellement de combattants qu'on s'y intéresse assez peu, donc il y a quand même un petit groupe de 4 ou 5 combattants principaux, mais il y en a aussi plein d'autres et du coup, si quand pendant deux trois planches, on nous montre plein de petits combats avec plein de personnages qu'on ne connaît pas, bah, en fait, ça sert à rien. Retirez-les de Oui. l'intrigue, ça sera plus simple. Le volume est assez court pour qu'on ne s'encombre pas de ces combats qui servent à rien et pour qu'on laisse au contraire de la place pour les combats qui comptent parce que moi on a envie de les voir tous ces héros. On a envie de voir, comment ils déploient leur technique d'arts martiaux, leur spécificité martiale et là, on n'a pas du tout le temps pour ça parce que j'ai l'impression que le volume ne sait pas trop où aller en fait, ou plutôt qu'il sait où il veut aller sur la Ligue de Lazare, mais qu'il sait pas trop comment exploiter tout ce background d'arts martiaux alors que enfin, il a assez de modèles, clairement, il se base sur les Mortal Kombat, les tournois de Dragon Ball, les films d'arts martiaux. Donc il a tous ces modèles et il ne sait pas du tout les digérer même pas pour les recracher, en fait. Je parle pas d'en faire quelque chose d'original, mais il parvient même pas à les Je veux recracher pas savoir correctement. par où ils sortent alors, hein. Moi, voilà. Je te Du coup, laisse voilà, maître de cette métaphore, oui, absolument, je ne l'assume pas moi-même. hein. Du coup, voilà, j'ai trouvé ça assez bizarre de faire reposer tout ce postulat sur un prétexte narratif du tournoi d'arts martiaux sans savoir le gérer. Pour écrire des personnages qui sont pas caractérisés comme ils devraient l'être à ce stade-là de leur continuité. Donc on sent que Williamson essaye un peu de créer,
de créer sa propre vie parallèle. L'intérêt de faire un tournoi d'Armaso sur une île, c'est vraiment d'isoler Damian de tout ce qui peut se passer à Gotham. Et bon, bah, ça lui permet évidemment d'occulter tout ce qui se passe à Gotham, d'occulter toutes les relations avec Batman, avec le reste des autres de la Batman Family pour s'emparer complètement du personnage et le réécrire. Donc ça autorise quelques libertés, mais ça fait que ça aboutit à un Damian qu'on ne reconnaît pas, avec un Ra's qu'on ne reconnaît pas, et à des relations qu'on ne reconnaît pas. Et ça, c'est un petit peu gênant parce qu'on a quand même envie de reconnaître ces personnages. Enfin, l'un des intérêts de lire un volume sur Damian Wayne, c'est quand même de reconnaître un peu même un Damian Wayne réécrit ou allant ou s'orientant vers des pistes un petit peu originales, mais c'est quand même de reconnaître Damian Wayne. Et là, ça n'a pas trop été le cas. Donc je lirai le tome 2 parce que je lis je lis tous les volumes pour Batman Legends, mais globalement ça moi je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Je m'attendais quand même à une intrigue, Ouais. voilà, globalement fraîche. Un tournoi d'arts martiaux avec, quelques super vilains et Damian, ça avec ce fond de mystère lié à la Ligue de Lazare, ça promettait quand même d'être assez divertissant, d'être assez frais, sans du tout chercher à être profond, original, mais ça permettait d'être beaucoup plus divertissant que ça ne l'est, notamment à cause de toutes ces libertés qui est prises et qui à mon avis ne desservent l'intrigue davantage qu'ils ne la servent. OK, très bien. Bah, écoute, j'avais entendu des échos plutôt positifs du récit, du coup, ça vient un peu nuancer ce que j'ai entendu, par-ci et par-là. Effectivement, nous, je crois que c'est Alexandra qui en fera une review écrite sur le site, donc ça sera intéressant de confronter, Oui, vos voilà, idées. elle est bien comparée avec elle parce que j'imagine qu'elle aimera beaucoup mieux que moi, donc c'est tout l'intérêt. C'est aussi de créer des dialogues entre nous, donc malheureusement, elle est pas là, mais Tout à fait. allez lire cet article, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Et bien sur ce, voilà, notre Bat Reviews touche déjà à sa fin. Merci Siegfried pour ta présence sur ce podcast. Et comme d'habitude, Merci à toi. merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas donc à laisser vous aussi vos avis sur les 4 lectures du mois de mars dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur batmanlegend.com. Vous avez l'habitude. Et puis, on vous donne rendez-vous, pas le mois prochain, parce que le mois prochain, il n'y aura pas de lecture Batman, puisqu'au mois d'avril, pas de lecture Batman chez Urban. C'est assez rare pour le souligner. Mais on reviendra pour les lectures du mois de mai qui s'annoncent déjà plutôt palpitantes. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao! À bientôt.